La cathédrale de Strasbourg, symbole de la réconciliation franco-allemande 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ici, sur cette terre d'Alsace, province perdue avec la Moselle en 1870, que le président Emmanuel Macron a décidé d'entamer cette longue, très longue séquence mémorielle pour clore le centenaire de la Grande Guerre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 pour cette émission spéciale jusqu'à 21h. Je suis en compagnie de l'historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et vous l'entendez sans doute, eh bien, l'événement effectivement a commencé puisqu'il y a un concert exceptionnel en la cathédrale de Strasbourg. Vous entendez les notes de Debussy, les trois nocturnes, un concert de l'orchestre symphonique de l'Académie supérieure de Strasbourg avec à la baguette, eh bien, le chef d'orchestre autrichien installé à Strasbourg depuis de longues années, Theodor Guschelbauer. Assistent évidemment à ce concert exceptionnel les couples présidentiels français et allemands. Deux couples présidentiels qui sont arrivés il y a une demi-heure environ sur le parvis de la cathédrale. Vous étiez là, Anne-Laure Marie. Oui, bonsoir Anne. En effet, le couple présidentiel français, Brigitte et Emmanuel Macron, sont arrivés aux alentours de 19h30 rue Mercière, où flottent les trois drapeaux français, allemands et européens. Emmanuel Macron est ensuite allé saluer la foule, s'attardant auprès des enfants, accordant même un selfie. Et puis un petit clin d'œil, suspendu à une fenêtre, une banderole incitant la première dame à venir boire un spritz. Le couple présidentiel a ensuite salué les élus alsaciens réunis sur le parvis de la cathédrale avant d'accueillir les invités prestigieux comme par exemple le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Guido Raimondi. Et puis ensuite, c'est le couple présidentiel allemand qui est arrivé dans la cathédrale. Frank-Walter Steinmeier et son épouse qui sont arrivés recevant ainsi les honneurs de la garde républicaine. Une accolade très fraternelle entre les deux chefs d'État avant de pénétrer dans la cathédrale pour assister au concert que vous pouvez entendre derrière moi. Effectivement, et on a vu les images lors de l'arrivée du couple présidentiel allemand accueilli effectivement par Brigitte et Emmanuel Macron sur le parvis de cette cathédrale. Le concert a débuté peu de temps après, il y a en gros une dizaine de minutes. Je vous le disais, Debussy d'abord au programme, un compositeur français, et puis après ce sera Beethoven, un compositeur allemand. Jean-Yves Le Naour, c'est tout à fait logique que cette séquence mémoriale du président de la République démarre à Strasbourg. Oui, bien sûr, parce que l'Alsace, aujourd'hui, c'est un pont entre la France et l'Allemagne, mais il y a 100 ans, c'était une terre de rivalité entre ces deux pays. Entre 1870 et 1945, ce territoire a changé 5 fois de nationalité. Alors là, nous sommes au pied de cette cathédrale et c'est le symbole de Strasbourg et même un symbole iconique de l'Alsace. On voyait cette cathédrale, par exemple, sur les affiches d'emprunt dessinées par Hansi. Donc c'est vraiment un symbole très fort, autant pour les Français que pour les Allemands. Le mythe des provinces perdues, cette propagande dont on a usé et abusé pendant toute la Première Guerre mondiale, effectivement, aujourd'hui, 100 ans après, on peut en parler de façon apaisée. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, la question alsacienne, c'était une question douloureuse. La majorité des Alsaciens avaient combattu, les soldats alsaciens avaient combattu dans les rangs de l'armée allemande. Donc c'était un gros problème. Ces associations d'anciens combattants, les pensions d'anciens combattants, etc., les pensions d'invalidité, tout ça c'était un gros problème. Donc on préférait taire, on préférait ne pas parler de ces questions. Et depuis une vingtaine d'années, véritablement, vraiment l'historiographie est complètement renouvelée. On parle de... Mais vous voyez, il a fallu du temps. Et ce n'est peut-être pas par hasard non plus si la commémoration du centenaire a démarré également en Alsace, puisque c'était le 3 août 2014, c'était les présidents Hollande et Gauck à ce moment-là qui étaient au Hartmannswillerkopf. Oui, c'est vrai. Il faut se rappeler effectivement en 2014, la pose de la première pierre à l'Hartmannswillerkopf avec les deux présidents, et puis l'inauguration l'année dernière, donc la boucle est bouclée de ce mémorial au sommet des Vosges, avec ces discours sur l'Europe finalement, autant de la part d'Emmanuel Macron que du président Frank-Walter Steinmeier.
Effectivement, Strasbourg, ville européenne, capitale européenne. Et il faut le noter, le relever. Le drapeau européen flotte au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Et c'est un fait rarissime. Il flotte depuis vendredi matin et ce jusqu'à demain matin. Ça n'est que la deuxième fois que cela se produit. La première fois, c'était le 10 mai 2015. Vous voyez ce drapeau bleu avec ses étoiles jaunes qui flottent donc au sommet de la flèche de la cathédrale. Alors, on va devancer pendant cette émission en quelque sorte le parcours présidentiel qu'Emmanuel Macron va donc effectuer pendant toute cette semaine mémorielle. Et il y a 4 sites sur lesquels nous allons nous arrêter, mais vous le voyez, les sites que le président va visiter sont beaucoup plus nombreux. Pratiquement aucun ne manque, Jean-Yves Le Naour. Bien sûr, il y en a toujours que l'on oublie nécessairement, mais là, on n'a jamais vu un président qui passe autant de temps sur l'ancienne ligne de front. Donc effectivement, on a les champs de bataille de 14, les champs de bataille de 1916, de 1915. Oui, on est un petit peu au complet. Il n'y a pas le chemin des dames, mais il faut dire qu'on l'a commémoré, le chemin des dames, pour la première fois l'année dernière. Comment on peut expliquer d'ailleurs cette volonté de cette durée de séquence mémorielle? C'est quand même très long, une semaine. Oui, c'est quand même très long. Alors, il y a une part de politique, bien évidemment. Il y a des séquences effectivement économiques et sociales pendant aussi cette semaine. Et donc, il n'y a pas que de la mémoire. Mais je pense que effectivement, la mémoire est au centre. Rappelons-nous de son discours, justement, à l'Hartmann Villorkov. Un discours qui était centré, justement, sur ces questions de mémoire. Et le président Macron disait que le souvenir ne suffit pas si l'on n'apprend pas. Voilà. Et là, on sent toute la gravité aussi qu'il peut y avoir derrière ce propos, puisqu'on voit bien tous ces nationalismes qui ressurgissent aujourd'hui, donc toute la gravité du discours qu'il peut y avoir derrière cette question de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, on va donc s'arrêter sur un premier site, les Éparges, où se rendra Emmanuel Macron mardi matin, mardi 6 novembre. Pourquoi les Éparges? Eh bien, parce que Maurice Genevoix, l'écrivain, a combattu là-bas. Regardez. C'est un champ de bataille dont le nom est indissociable de celui d'un écrivain. Les Éparges, une crête qui domine la plaine de la Wavre. C'est là que Maurice Genevoix a combattu, une expérience racontée dans son livre témoignage, Ceux de 14. Nicolas Xubac, que représente ce site des Éparges dans la vie de Maurice Genevoix? Bien, pour Maurice Genevoix, ce site, c'est l'expérience la plus traumatisante qu'il ait jamais connue. En effet, Maurice Genevoix, du 106e régiment d'infanterie, a participé aux attaques françaises menées entre février et avril 1915 pour tenter de reprendre la colline qui était aux mains de l'armée allemande. Alors Genevoix va connaître avec ses camarades les orages d'acier, pour paraphraser un autre auteur, les hommes bombardés, des milliers d'obus qui tombaient, la boue, les attaques, les contre-attaques, la vie au milieu des appels au secours, l'impuissance à pouvoir porter secours aux autres. Et tout ça dans cet océan de détresse, il y aura une journée particulièrement dure pour lui. Le 20 février 1915, son meilleur ami, Robert Porchon, va être tué. Et là, il est au fond du gouffre. Alors, il a été marqué au fer rouge et lui-même sera grièvement blessé le 25 avril 1915, non pas sur la crête des Éparges, mais à proximité pour tenter de contrer une attaque allemande qu'il y avait de part et d'autre de la tranchée de Calonne. Cette expérience, il va la raconter, et ce, dès la guerre finalement, alors que ce n'était pas forcément prévu. Tout à fait. C'est son professeur à l'école normale supérieure, Paul Dupuis, qui va l'inciter à écrire. Il va dire « écrivez Genevoix, écrivez ». Il a senti le talent littéraire qu'avait son élève, et Genevoix va se mettre à rédiger finalement un journal de guerre dans lequel il va mettre ses souvenirs, et ça sera sous Verdun, ça sera le premier ouvrage qui, avec les 4 autres, constituera Ceux de 14. Et il sort en 1916, l'ouvrage est en grande partie censuré puisqu'il dépeint avec tout le réalisme la guerre, mais dès le départ on va sentir, et notamment le grand critique Jean Norton-Cru va reconnaître en lui, va voir en lui un des meilleurs témoins de cette guerre. Nicolas, on se trouve dans le cimetière du Trottoir. C'est ici qu'ont été enterrés une partie en fait, des hommes qui ont été tués aux Éparges. Tout à fait. Une partie des combattants français morts sur la crête des Éparges ont été inhumés ici dans le cimetière du Trottoir, mais également dans d'autres nécropoles. Mais c'est dans ce cimetière qu'a été ramené le corps de Robert Porchon. Voici sa tombe.
Ce de 14 est dédié justement à ces hommes. Maurice Genevoix ne les a jamais oubliés. Non, en effet, les 5 ouvrages qu'il va publier entre 1916 et 1923 leur est consacré. Il écrit pour qu'on se rappelle de ses camarades. Alors, à côté, Genevoix, ce n'est pas une des grandes figures du monde ancien combattant de l'entre-deux-guerres, contrairement à des Barbus, à des Dorgelès. Lui, il s'engage dans son association régimentaire d'anciens combattants. D'ailleurs, il se mobilisera pour qu'on fasse ériger un monument, celui des Revenants, sur la crête des Éparges. Il va devenir véritablement le porte-parole des anciens combattants de 14-18 après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1946, il a été élu à l'Académie française, donc il va utiliser sa notoriété pour promouvoir ce souvenir des combattants de 14-18, des anciens poilus. Il va faire rééditer ceux de 14 en 1949, et alors qu'il avait été un peu à l'écart du monde ancien combattant de l'entre-deux-guerres, il s'y investit pleinement et il devient en 1951 le président fondateur du Comité national du souvenir de Verdun. Et finalement, l'héritage le plus important qu'il va laisser derrière lui, Genevoix, à côté de ceux de 14, ça va être le mémorial de Verdun. C'est lui qui va prononcer le discours inaugural de 1967. Et finalement, par toutes ces actions, les anciens combattants le retrouvent en lui. Ils ont trouvé leur porte-parole. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Genevoix demeure le grand témoin de la Première Guerre mondiale. Et ce témoin, l'association Je me souviens de ceux de 14, aimerait le faire entrer au Panthéon. Ce serait un geste symbolique pour marquer la fin du centenaire de la Grande Guerre. Cet été, le président Macron a relu les œuvres de Maurice Genevoix et ce 6 novembre, il sera ici aux Éparges en compagnie de la famille de l'écrivain. Effectivement, on peut envisager une panthéonisation de Maurice Genevoix. On en parlait déjà en 2014. Le gendre de Maurice Genevoix était Bernard Maris, qui est tombé sous les balles des djihadistes lors des attentats de Paris. Et il se battait justement, il militait pour l'inhumation de Genevoix au Panthéon. Derrière lui, c'était toute une génération, la génération des poilus, de ces sacrifiés, qui rentreraient au Panthéon. Et puis tous les écrivains de guerre de 14-18 qui se sont révélés justement à ce moment-là. Effectivement, de nombreux artistes, des écrivains, des peintres qui ont porté un témoignage considérable de cette première guerre, des douleurs de cette guerre. Alors, la guerre a été une amputation, bien sûr. On a perdu Charles Péguy, Alain Fournier, Louis Pergaud ou encore Guillaume Apollinaire. Mais la guerre a révélé aussi des talents, des gens qui ont décidé de témoigner. Roland Dorgelès, bien sûr. Aussi Barbus avec Le Feu, qui est le premier roman vrai, avec ceux de 14 de Maurice Genevoix. Donc oui, et puis vous avez effectivement tous ces cubistes, ces peintres qui vont intégrer la section de camouflage de l'armée. Et là, il y a de l'ironie parce que le cubisme était dénoncé comme un art allemand, un art Bosch, disait-on avant la guerre, parce que il était anguleux, il était lourd, il était grossier, il n'était pas académique. Et la force du cubisme, c'est justement de casser les lignes, et ça va être très utile pour le camouflage. Ça perturbe le regard en cassant les lignes. Mais on a aussi des musiciens, Ravel par exemple, qui avait été exempté en 1915. Eh bien en 1900, il arrive à faire des pieds et des mains, il rentre comme automobiliste et il sera sur la voie sacrée à Verdun. Et paraît-il que ce rythme lancinant des roues sur la roue de la voie sacrée l'a inspiré pour le boléro. Et c'est au son de Beethoven maintenant qui a succédé à Debussy qu'on va retrouver Anne-Laure Marié. Vous êtes au milieu du public qui assiste à ce concert place du Château à Strasbourg. Oui, tout à fait, Anne, parce qu'en la cathédrale de Strasbourg, il y a 900 invités triés sur le volet. Et pour permettre à un public plus large d'assister à ce concert, eh bien, la ville a mis en place un écran géant ici sur la place du Château. Vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi. Et ici, il y a donc un public venu finalement assez nombreux. Il y a un peu de tout. Il y a des jeunes, il y a des couples, il y a aussi des familles. Bonsoir. Déjà un petit mot sur ce concert finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le concert, c'est magnifique. Et on est venu en famille pour voir les présidents. On a juste vu peut-être M. Steinmeier. Mais aussi pour le concert, c'est pas un prix de consolation. Et je trouve ça beau que les présidents de la République française et allemande soient ensemble ici à Strasbourg et surtout qu'on célèbre la paix dans la cathédrale. Justement, j'allais dire, est-ce que c'est facile, un siècle après la fin de cette Première Guerre mondiale meurtrière, de s'en souvenir, de le raconter aux jeunes générations ? Facile de le raconter. De raconter cette guerre, de s'en souvenir finalement encore aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est important, même si entre-temps il y en a eu une autre, mais celle-là, voilà, c'était vraiment nation contre nation. Et ici en Alsace, on apprend tout particulièrement à
construire des ponts et à vivre ensemble. Ouais, c'est ce qu'on veut transmettre aux enfants, même si ça fait longtemps. Mon arrière-grand-père a chanté la Marseillaise il y a 100 ans, le 11 novembre. Bon, et c'est une valeur qui est toujours vraie, mais effectivement, après, il s'est engagé pour que ça ne se reproduise plus. Ça s'est malheureusement reproduit, mais en transmettant ça aux enfants, on peut leur apprendre à vivre en paix ensemble. Merci beaucoup. Et c'est peut-être aussi tout le symbole finalement de la venue d'Emmanuel Macron ici pour sa première étape de son itinérance mémorielle. Absolument, alors merci. Effectivement, Jean-Yves Le Naour, cette terre d'Alsace, elle est aussi pleine de contrastes. Il faut le dire, les Alsaciens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, combattaient très majoritairement sous l'uniforme allemand. Quelques-uns avaient déserté pour endosser l'uniforme français, mais c'est extrêmement cruel pour le symbole, par exemple, du monument aux morts à Strasbourg, place de la République, cette mère qui tient ses deux fils, l'un sous l'uniforme français, l'autre sous l'uniforme allemand dans ses bras. Oui, et on ne peut pas mettre aux morts pour la patrie. Donc la légende, c'est à nos morts. Et effectivement, qu'ils soient tombés après tout sous l'uniforme allemand ou sous l'uniforme français, ce sont les morts de l'Alsace. Nous n'avons pas choisi cette histoire. Cette histoire, nous avons été les victimes de cette histoire. Les Alsaciens sont aussi les victimes de cette histoire. Ils sont les acteurs, mais aussi les victimes de cet affrontement et de cette passion franco-allemande. Et ça a perduré, puisqu'en 1995, le président Chirac a refusé que les combattants alsaciens soient récipiendaires de la Légion d'honneur. Oui, effectivement, en 1995, le président Chirac a décidé d'accorder la Légion d'honneur à tous les anciens combattants de 14-18, tous les poilus, encore vivants, effectivement, mais pas les Alsaciens, ni les Mosellans, parce qu'ils avaient combattu sous l'uniforme allemand. Mais c'est toujours vécu difficilement ici, parce qu'on n'a pas choisi cette histoire. Il n'y a pas eu de référendum en 1871. L'Allemagne a dit, voilà, ces territoires sont de langue allemande, ils sont donc de race allemande, et ils m'appartiennent. Voilà, c'est comme ça. Fustel de Coulanges avait beau dire, non, la patrie, c'est ce qu'on aime. Mais voilà, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Voilà, c'est une histoire terrible qui nous a dévorés. Et cette histoire, eh bien, elle se poursuit aussi à Reims, au parc de Champagne, qui sera la prochaine destination du président de la République après Verdun, mardi 6 novembre. Il se rendra effectivement à Reims pour l'inauguration du monument de l'Armée noire, puisque évidemment les colonies ont largement contribué dans les rangs de l'armée française. Regardez. Vous le voyez, ici à Reims, on se prépare à l'arrivée mardi du chef de l'État Emmanuel Macron qui se rendra ici devant le monument aux héros de l'Armée noire, un monument, vous le voyez, en cours de déplacement, un monument ou plutôt sa réplique, l'original, construit ici en 1924, a été volé puis fondu par les nazis lors de leur entrée dans la ville en 1940. Une réplique a donc été installée en 2013, une réplique qui rend hommage aux troupes coloniales françaises, plus de 200 000 soldats subsahariens engagés sur le front pendant 4 ans. Jean-François Boulanger, bonjour. Vous êtes ancien professeur d'histoire à la faculté de Reims. Ce n'est pas un hasard si ce monument aux héros de l'Armée noire a été installé ici, à Reims. Effectivement, parce que s'il est un endroit où les troupes coloniales se sont illustrées pendant la guerre, c'est ici à Reims en juillet 18, au moment de l'ultime offensive allemande. Le front a reculé partout, vers la Marne, sauf à Reims où le front a tenu grâce aux troupes africaines. Ainsi ont-elles contribué à l'échec final des Allemands. Si la France, au début de la guerre, fait appel à ses troupes coloniales, est-ce que c'est pour pallier son infériorité démographique par rapport à l'Allemagne? Oui, parce que le taux de natalité français a baissé à la fin du 19e siècle, d'où la nécessité de renforcer l'armée, soit en augmentant la durée du service militaire, loi de 3 ans, soit en recrutant la force noire du général Mangin, les troupes coloniales. Ce monument aux héros de l'Armée noire représente des soldats africains et d'autres européens métropolitains. Dans les faits, dans la réalité, ont-ils combattu ensemble? C'est plus compliqué parce que les tirailleurs sénégalais constituent des unités homogènes que des Africains. Par contre, le commandement est européen. Mais ils peuvent se retrouver dans des régiments avec des troupes d'infanterie coloniale blanches. Mais en réalité, c'est à l'arrière que les tirailleurs sénégalais vont réellement rencontrer des métropolitains. Jean-François Boulanger, quelles vont être les conséquences politiques sur le long terme de cette participation des troupes africaines au conflit? Il y en a deux. La première, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont payé l'impôt du sang et à ce titre, ils ont désormais des droits qu'ils vont réclamer aux Français. La seconde, c'est que se constitue dans ces bataillons de tirailleurs sénégalais, entre Africains de différentes ethnies, une conscience africaine qui prendra une forme politique dans les années 1950-1960. Merci beaucoup Jean-François Boulanger. On vous le rappelle,
rappelle, le chef de l'État, Emmanuel Macron, est attendu ici devant le monument aux héros de l'Armée noire mardi. Et je précise d'ailleurs que le président malien sera également présent aux côtés d'Emmanuel Macron, donc mardi 6 novembre, en toute fin de journée à Reims, au parc de Champagne, pour ce monument de l'Armée noire. On va revoir la carte du parcours présidentiel, toutes ces étapes. Donc le président Macron qui va s'arrêter à Reims. Ces troupes coloniales qui ont combattu, est-ce que, souvent on a dit que c'était de la chair à canon, est-ce que c'était réellement le cas ? Non, c'est un mythe. Évidemment, après les décolonisations, on a eu tendance à noircir un petit peu. On a prétendu que le commandement français avait épargné le sang blanc en utilisant le sang noir, en quelque sorte. Mais il suffit de regarder le nombre de pertes. Et les pertes sont absolument équivalentes entre les noirs et les blancs. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde a servi de chair à canon, les blancs comme les noirs. En ce qui concerne les noirs, ils étaient retirés pendant l'hiver parce que, évidemment, c'était des troupes qui ne supportaient pas les rigueurs de l'hiver. Donc on les mettait en cantonnement d'hivernage, plutôt sur la côte d'Azur ou sur la côte atlantique. Donc ils étaient plutôt épargnés pendant l'hiver et on les renvoyait sur le front au printemps. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces troupes à la fin de la guerre ? Eh bien, pour ces troupes à la fin de la guerre, on pensait qu'ils rêvaient d'être démobilisés. Évidemment, après le 11 novembre, tout le monde rêve d'être démobilisé. Mais on les a envoyés en Rhénanie, on les a envoyés combattre en Syrie, puisqu'il y avait des révoltes. On s'était partagé l'Empire ottoman avec les Anglais, et il y avait des Syriens qui n'appréciaient pas. Bon, ils sont revenus plutôt tardivement dans leur pays. Alors, avec cette auréole, parce qu'on est dans des pays de culture orale, donc ils avaient vu, ils connaissaient la langue du blanc, du toubab, et puis ils avaient des récits incroyables à raconter. Alors, les autres pays alliés ont également fait appel à leur colonie pour venir apporter de la main-d'œuvre supplémentaire. Hein. Comme l'Angleterre. Comme l'Angleterre, effectivement. Alors il y a les dominions, bien sûr, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais il y a les combattants indiens. Alors ces combattants indiens, on les découvre pour la première fois à partir d'octobre 1914. Ils débarquent à Marseille. On n'avait jamais vu d'Indiens, de Sikhs sur la Canebière. Donc la population, elle les applaudit, puis elle est absolument fascinée. Elle vient les voir le dimanche dans leur campement. On les approche. Mais ils combattront pendant une année ou deux sur le front français. Mais les troupes indiennes combattront surtout en Mésopotamie contre les Ottomans. C'était quand même plus proche l'Inde du front mésopotamien que le front du nord de la France. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous sommes en direct donc depuis la place du Château à Strasbourg, la place qui est juste à côté de la cathédrale de Strasbourg, où se tient donc un concert exceptionnel auquel assiste le couple présidentiel Brigitte et Emmanuel Macron, ainsi que le couple allemand Frank-Walter Steinmeier et son épouse, et ils écoutent actuellement un concerto pour violon de Beethoven. Anne-Laure Marie, vous êtes auprès du public qui suit ce concert donc depuis la place du Château. Oui, tout à fait, vous l'avez dit, le public dans la cathédrale et ici, place du Château, a pu assister d'abord à une petite représentation de Debussy, un auteur français. Et là, vous l'avez dit, c'est Beethoven, un auteur allemand, pour continuer dans la symbolique. Il y a ici du public sur la place du Château. Et donc certains sont venus pour voir le couple présidentiel, d'autres pour écouter le concert. Et certains sont également venus encourager leur enfant. Bonsoir. Pourquoi vous êtes venus ce soir ? Bonsoir, écoutez, pour assister à ces beaux spectacles, à la transmission en direct. Je crois que vous avez votre fille qui joue ? Oui, personnellement aussi, j'ai entendu parler de cet événement toute la semaine à la maison et j'ai ma fille qui est sur scène, oui, exactement. Et alors ce concert, comment il se déroule selon vous ? Écoutez, il est magnifique, c'est une bonne opportunité. J'ai bien fait de braver le froid. Et c'était important aussi pour votre fille, pour vous, que cette commémoration se passe ici à Strasbourg, de pouvoir jouer devant le couple présidentiel ? Exactement, que les célébrations commencent dans une ville comme Strasbourg, oui, absolument, c'est important, oui. C'est une manière d'entretenir le souvenir de la Première Guerre, qu'on n'oublie pas finalement ce qui s'est passé il y a un siècle ? Oui, absolument, oui, d'entretenir la mémoire et de ne pas oublier, oui, absolument. Oui. Vu ce qui se passe en ce moment, oui, je pense que c'est important de ne pas oublier, oui. En effet, je pense qu'avec la montée en ce moment du populisme et du nationalisme dans certains pays, c'était un peu l'objectif aussi finalement de cette visite présidentielle d'Emmanuel Macron. Effectivement, c'est quelque chose qui semble tenir à cœur au président de la République, qui évoquait un relent des années 30. Vous le ressentez comme ça, Jean-Yves Le Naou ?
Alors, l'historien est toujours, comment dire, plus précis. Les comparaisons, parfois, ne sont pas raison. Hein. Effectivement, les années 30, et à partir du moment où il y a Hitler qui est au pouvoir, il y a la préparation de la guerre. Hein. Donc, nous ne sommes pas quand même dans cette situation-là, bien heureusement. Nous sommes dans une situation, effectivement, d'inquiétude, d'angoisse. Mais nous ne sommes pas dans une marche à la guerre, pour autant. Mais la mémoire, l'entretien de la mémoire sert effectivement peut-être à éduquer et à appréhender mieux l'avenir. Commémorer, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire se souvenir ensemble. Hein. Et donc là, je pense que vraiment le mot prend tout son sens ici à Strasbourg avec le président Macron et le président Steinmeier. Se souvenir ensemble, c'est-à-dire être réunis autour de cette grande tombe. Alors être réunis entre Français, si vous voulez, on réunit autour de son histoire, mais aussi être réunis entre Européens, entre Français et Allemands, et plus largement entre Européens, autour de cette grande tombe, autour de cette histoire qui nous a dévorés. Alors ce soir, Strasbourg, justement, on va refaire un petit plongeon 100 ans en arrière, ces images de Strasbourg, de l'arrivée du général Gouraud, place Kléber à Strasbourg, c'était le 22 novembre 1918, parce que c'était un petit peu plus tard quand même que la signature de l'armistice. Oui, alors le 11 novembre 1918, dans la convention d'armistice, il est stipulé que les Allemands doivent aussitôt évacuer la France qui était encore occupée, la Belgique qui était encore occupée, et l'Alsace-Lorraine. Donc on voit à l'image effectivement ces troupes défiler dans Strasbourg. Pour autant, est-ce que cette liesse populaire qui était évidente dès le départ quand ils sont arrivés, est-ce que ça a duré? Alors non, ça n'a pas duré. Mais effectivement, c'est une liesse pendant tout le mois de novembre, pendant tout le mois de décembre. Il y a des bals, il y a des cérémonies à n'en plus finir. Et on voit vraiment une vraie ferveur populaire. Mais tout se bloque progressivement parce que, on va appeler ça le malaise alsacien, pour une série de problèmes. Une série de problèmes qui s'accumulent. Je pense que les autorités françaises ont voulu faire vite. Hein, c'était dans la francisation, dans l'assimilation, dans la départementalisation. Et ils ont utilisé des méthodes jacobines, peut-être des méthodes un peu brutales. Et ça a été parfois mal ressenti. Alors parmi les méthodes brutales, il y a eu cette expulsion des vieux Allemands, comme on dit ici, c'est-à-dire des Allemands qui s'étaient installés entre 1871 et 1914. Voilà, il faut avoir quand même conscience qu'il y avait 4 décennies que l'Alsace-Moselle était allemande. Oui, puis il y avait des mariages mixtes, notamment à Strasbourg, pendant toute l'Alsace, pendant les campagnes, mais à Strasbourg, dans la bourgeoisie alsacienne et dans la bourgeoisie allemande, il y avait 22% de mariages mixtes. Et tout d'un coup, ces familles se retrouvent complètement déchirées parce que la population qui sont d'origine allemande doivent partir. Et ils doivent partir parfois brutalement, accompagnés jusqu'au pont de Kiel par des foules qui les insultent, dehors les boches, etc., qui leur jettent du crottin, qui leur jettent des pierres. Donc tout cela, évidemment, c'est des problèmes. Il y a d'autres problèmes. Le problème religieux, est-ce qu'on doit appliquer la loi de séparation de l'Église et de l'État? Les problèmes linguistiques, quand vous remplacez les fonctionnaires allemands par des fonctionnaires français, la population ici ne comprend plus, elle ne parle pas le français encore. Donc tout d'un coup, la langue d'administration c'est le français, et on ne parle pas le français, ça crée quand même des problèmes. Et puis il y a aussi des problèmes économiques, des problèmes financiers évidemment. On passe du mark au franc, il y a une orientation des échanges vers l'Allemagne qu'il faut orienter vers la France, des transports, il y a toute une série de problèmes. Mais ce que l'Alsace, elle veut surtout, c'est défendre son particularisme. Elle est girondine, elle refuse ces décisions à Paris, cette centralisation et ce jacobinisme. Et finalement, elle finira par avoir gain de cause parce qu'on va rectifier le tir à partir de mars 1919. On va mettre en place un commissariat général avec à sa tête Alexandre Miron, un politique expérimenté qui va adoucir les choses. Et que comprendra mieux justement ce fameux particularisme alsacien. On va reprendre le parcours que va effectuer Emmanuel Macron la semaine prochaine. Et nous allons nous rendre cette fois-ci à Notre-Dame de Lorette, très célèbre aussi comme site de la Première Guerre mondiale, avec l'anneau de la mémoire où sont recensés des centaines de milliers de noms de décédés. Regardez. On y pénètre par un chemin qui rappelle les tranchées.
Nous sommes dans un mémorial unique en France, situé sur la nécropole nationale de Lorette, le plus grand cimetière militaire de la Grande Guerre. L'anneau de la mémoire, ruban de béton sombre, couleur de guerre, posé en équilibre sur une colline dominant les plaines de l'Artois, une immense ellipse gravée de près de 580 000 noms. Pour la première fois, des soldats sans distinction de nationalité, de grade, de religion, tous tombés dans les champs de bataille du Nord et du Pas-de-Calais, ont été réunis dans une fraternité posthume. On vient du monde entier parcourir ce livre de la mémoire à ciel ouvert. Le classement par ordre alphabétique sur 500 plaques d'acier doré permet un dialogue entre les vivants et les morts. Génération fauchée, sacrifiée, dont le souvenir est inscrit ici. Et génération d'aujourd'hui, Mohamed, c'est un lieu que tu connais ici, hein, l'anneau de la mémoire, tu es venu. Et qu'est-ce qu'il t'évoque, toi, Mohamed? Personnellement, mon ressenti, c'est tous les noms qui y sont inscrits, 580 000. Et on se dit que 580 000, c'est quand même un nom assez conséquent. Et derrière chaque nom, il y avait une vie. Peut-être une personne qui avait un homme, une femme, des enfants. Et c'était un simple civil, et il a dû partir à la guerre. Toi qui as 14 ans, qu'est-ce qui te touche le plus? L'âge à laquelle il est décédé, parfois 18 ans, 19 ans, c'est un âge assez très tôt. Ils n'ont pas pu accomplir leur vie, que ce soit avoir des enfants, avoir une femme, avoir un travail. Et les noms ici, cette multitude de noms presque qui donne le tournis à l'infini, en quoi ça diffère? En quoi ça te touche différemment? On va pouvoir se rendre compte qu'il y en a quand même énormément. On prend la mesure, tu dirais? Ouais, voilà, exactement, on prend la mesure. On prend la mesure des conséquences et des victimes qu'il y a eu lors de cette Première Guerre mondiale. Merci Mohamed. Je vous remercie aussi. Le premier nom de cet anneau de la mémoire est celui d'un soldat népalais de l'armée britannique, le dernier, un Allemand. Des inconnus, mais aussi des gens célèbres, comme le nom de Wilfred Owen, le plus grand soldat-poète britannique. Il avait écrit, avant de mourir, un poème, Ode à une jeunesse perdue. C'est le 8 novembre prochain qu'Emmanuel Macron se rendra donc à l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette. Jean-Yves Le Naour, c'est saisissant, ces noms inscrits sur cet anneau de la mémoire. Oui, le jeune homme a parfaitement raison. Il a dit 580 000 noms, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il y a des vies derrière, il y a des familles. Parce que 580 000, c'est un chiffre, mais imaginez, ça fait combien de pères, de mères, d'enfants, de fils, de tantes, d'oncles, de grands-parents? Vous imaginez les millions de personnes que ça représente endeuillées. Ça fait combien de larmes? 580 000 personnes. C'est terrible parce qu'ils sont partis, il y a des Anglais, des Allemands, des Français, et tous, ils avaient l'impression de se défendre et de participer à la dernière des guerres. Il n'y en aurait plus. Et que ça n'allait pas durer. C'est ce qu'on raconte souvent. Oui, effectivement. Bon, la plupart de ces combats de Notre-Dame de Lorette, l'année 1915, ils pensaient encore que dans 6 mois, on aurait vaincu et on reviendrait enfin dans nos foyers. Nous combattons pour que nos enfants n'aient jamais à connaître cela, ni les enfants de nos enfants. C'était ça qui les animait et c'est pour ça qu'ils trouvaient la force de sortir de la tranchée. C'est véritablement une génération qui a été décimée. Oui, une génération véritablement sacrifiée. En France, 1 400 000 morts. On a perdu 10% de la population active. C'est vraiment une blessure qui ne s'est pas refermée si facilement. Parce que la France, finalement, elle ne pouvait plus vraiment aller de l'avant. Elle avançait vers l'avenir en regardant dans le rétroviseur. Nous avançons en marchant reculons, en regardant vers cette belle époque qui était l'âge d'or perdu. Pourquoi et paralysé par par la peur de la guerre. Ce qui fait que quand il y a eu Hitler, il n'y a eu aucune capacité d'opposition parce qu'il y avait ce souvenir paralysant. Alors évidemment, l'itinérance présidentielle de la semaine prochaine se concentre sur ces terres du nord-est de la France où a eu lieu la guerre, où il y avait la ligne de front, mais ce sont toutes les familles françaises qui ont été touchées dans leur chair par cette hécatombe humaine.
Oui, qu'est-ce que c'est 600 000 orphelins, 600 000 veuves, pardon, entre 600 et 700 000 veuves, 800 000 orphelins, mais il y a aussi tous les décès. Dans les 3 ans qui vont suivre la guerre, il y a 300 000 hommes qui vont mourir, notamment des gaz, les poumons brûlés. On meurt encore dans l'après-guerre. Donc il y a 1 100 000 orphelins en réalité à partir de 1920-1921. C'est un enfant sur 12. Hein. On est vraiment dans une époque où la mort, elle écrase les vivants. Il y a ces monuments aux morts qui sont neufs et qui ont une liste absolument incroyable de noms dans tous les villages de France. On vit vraiment écrasé par le souvenir. C'est peut-être aussi en hommage à donc, tous ces morts qu'a lieu ce concert en la cathédrale de Strasbourg. Nous sommes en direct de la place du Château à Strasbourg. Un concert, c'est Beethoven qui retentit dans la cathédrale. Anne-Laure Marie, vous êtes aux côtés du public. Oui, tout à fait, sur cette place du Château. Finalement, le public est venu assez nombreux pour écouter ce concerto pour violon de Beethoven. Et je m'approche un peu du public notamment. Bonsoir, comment se passe ce concert? Excellent. Ce concert, j'allais dire, il est mieux que dans une salle de concert. D'abord, la retransmission du son est parfaite ici, mais en plus, on voit des gros plans des musiciens qu'on n'a pas l'occasion de voir quand on est dans une salle de concert. Et ensuite, le plaisir de revoir M. Kuchelbauer, un Strasbourgeois d'adoption. Et le symbole finalement de ce concert en présence du couple présidentiel, du couple allemand aussi, c'est important? Oui, l'important c'est le cadre dans lequel se situe cette manifestation aujourd'hui. Hein. Même si peut-être le président allemand n'est pas tellement connu du public. Hein. J'ai vu débarquer des voitures, à un moment donné je me dis c'est lui, c'est pas lui, voilà. Maintenant ça y est, je l'ai reconnu. Et pour la réconciliation franco-allemande un siècle après finalement, le symbole est fort? Pour moi, c'est quelque chose dont on ne parle même plus, c'est quelque chose de normal, de naturel. Alors c'est vrai que quand on observe un petit peu ce qui se passe à travers le monde, à travers un certain nombre de dirigeants, y compris européens, qui commencent à manifester un certain nombre d'idées, je suis tout à coup un peu inquiet et je dis heureusement qu'il y a le couple franco-allemand pourvu qu'il résiste. Merci beaucoup. Voilà, le mot est dit, pourvu que le couple allemand résiste, pourvu qu'il symbolise encore la paix en Europe. Voilà, c'est très présent, Jean-Yves Le Naourane, on l'y pensait, même des gens venus assister, ce mélomane qui apprécie apparemment beaucoup mais pas que, également le message que cela véhicule. Et là, on s'aperçoit que l'histoire, elle sert à comprendre le présent et elle sert à éclairer le présent. C'est Marc Bloch qui, d'ailleurs... illustre Strasbourg. Voilà, exactement, l'université de Strasbourg porte son nom. C'est Marc Bloch qui disait « Si c'est le passé qui vous intéresse, faites-vous archéologue. Si c'est le présent, faites-vous historien. » Et effectivement, l'histoire, ça sert à éclairer le présent. Et c'est normal que les présidents utilisent l'histoire pour forger le consensus contemporain. Alors effectivement, les présidents de la Ve République, on va en parler maintenant puisque une des dernières étapes de la séquence mémorielle du président de la République l'emmènera évidemment à Compiègne, la forêt de Rotonde, pour là où a été signé l'armistice le 11 novembre 1918. Et c'est là-bas qu'on va retrouver Dominique Patignac parce que c'est un passage obligé pour tous les présidents français, vous allez comprendre. Voici le wagon de l'armistice, ou plutôt son frère jumeau. Cette voiture est un symbole de la relation tourmentée entre la France et l'Allemagne. En 1918, l'armistice est signé ici, en forêt de Compiègne. Dans l'entre-deux-guerres, la clairière de Rotonde devient un lieu de pèlerinage, synonyme de victoire pour les Français. Pour les Allemands, il en va autrement, évidemment. Alors, en 1940, Adolf Hitler lave l'affront. Les Français acceptent le cessez-le-feu aux conditions ennemies, au même endroit, dans le même wagon. Ce trophée de choix sera emmené en Allemagne où il brûlera en 1945. Cette voiture semblable en tout point le remplace depuis. Ce lieu est éminemment politique. Époque après époque, les présidents y ont pris la parole pour délivrer le message du moment. 11 novembre 1958, la Ve République n'a qu'un mois. René Coty s'apprête à céder la place au général de Gaulle. Vétéran de 14, Coty appelle les Français à l'union. Pour gagner la paix définitivement, Français de toutes opinions, de toutes croyances, de toutes conditions, unissez-vous
Mais unissez-vous, comme nous nous sommes soudain unis il y a 44 ans, comme nous sommes restés unis pendant ces années, ces 4 années de tranchées. Fête de la victoire et de la paix depuis son origine, le 11 novembre prend des accents européens à partir des années 70. Valéry Giscard d'Estaing défend l'Europe qui se construit. Il n'y a plus de fatalité de l'affrontement en Europe. Désormais, l'effort d'organisation de l'Europe, auquel la France apporte sa contribution éminente et décisive, doit faire de notre continent un modèle pacifique. De François Mitterrand, l'histoire retient cette image main dans la main avec Helmut Kohl à Verdun, mais lui aussi a sacrifié au rite de la Clairière. 70e anniversaire de l'armistice, Mitterrand, l'ancien combattant de 40, plaide pour la paix. Ceux de 14-18, au-delà de leurs souffrances et de leurs sacrifices, n'avaient qu'une ambition, que leur guerre fût la dernière, la guerre des guerres. Et voici que maintenant, nous reprenons cette espérance. L'Europe réconciliée est et sera demain, plus encore, la réponse qu'ils attendraient de nous. 4 ans plus tard, les obus pleuvent à Sarajevo, là où tout avait commencé en 1914. 1998, 80e anniversaire de l'armistice. Jacques Chirac choisit le silence. C'est la cohabitation. Sur le chemin des dames, le Premier ministre Lionel Jospin plaide la cause des mutins de 1917, tollés à droite et chez les anciens combattants. Le 11 novembre, à Compiègne, Jacques Chirac ne prononce pas un mot pour marquer sa désapprobation. Depuis, la Clairière a été un peu oubliée. Les présidents ont préféré Verdun ou l'Arc de Triomphe pour marquer la réconciliation. Ainsi, en 2009, Nicolas Sarkozy ravivait la flamme du souvenir avec Angela Merkel. Pour le 100e anniversaire, la chancelière sera côte à côte avec Emmanuel Macron. Tous deux scelleront ici, devant la dalle sacrée, en gage d'amitié, une plaque au message de paix. Un message de paix de Angela Merkel et d'Emmanuel Macron qui n'est évidemment pas que symbolique. Évidemment, alors on vient de voir avec ce reportage que le sens finalement des commémorations change avec le temps. Là où ils vont installer leur plaque, à quelques mètres, il y a déjà une énorme plaque qui dit ici succomba le criminel orgueil allemand. Voyez, et on est très loin de cet esprit triomphal, parce que nous aussi on a connu une autre humiliation au même endroit. On l'a rappelé, Hitler est entré dans le wagon, il a dit où s'est assis le maréchal Foch, et il s'est assis au même endroit. Donc c'est clair dans l'armistice, c'est l'humiliation de l'Allemagne et c'est l'humiliation de la France. Donc finalement aujourd'hui il n'est plus question de revanche, il n'est plus question d'humiliation. Il y a un homme et il y a une femme qui vont venir le 10 novembre et qui se tiennent la main et qui vont qui vont inaugurer cette plaque. Mais cette signature de l'armistice, est-ce qu'elle a quand même, d'une certaine manière, par les outrances, les conséquences qu'elle a eues, engendré d'une certaine manière la Seconde Guerre mondiale, ou non, ça n'est pas aussi facile que ça? Non, effectivement, c'est pas aussi facile que ça. On dit très souvent que le traité de Versailles a conduit directement à la Seconde Guerre mondiale. Ce serait la Seconde Guerre mondiale et même Hitler, ce serait notre faute à nous Français. Et mea culpa, nous sommes responsables de tous les désastres de l'univers. Mais non, la crise de 29, elle a aussi sa part. C'est-à-dire qu'en 1928, le parti nazi faisait même pas 3% des voix. Et après la crise de 29, qui a ruiné l'économie allemande, le système bancaire, puis les usines, etc., tout ça a fermé, 6 millions de chômeurs, eh bien, il fait 11 millions de voix, le parti nazi. C'est vraiment la crise de 29 qui a propulsé l'extrême droite au pouvoir, la crise économique. Et c'est pas le traité de Versailles. Le problème du traité de Versailles, c'est qu'il n'a jamais été accepté par les Allemands. Et pourquoi il n'a pas été accepté? C'est parce que les Allemands sont persuadés qu'ils n'ont pas perdu la guerre. Parce que cet armistice a été conclu le 11 novembre 1918, avant
que les Français, les Alliés, n'entrent sur le territoire allemand. Une dernière offensive a été prévue justement le 14 novembre, c'est cela? Oui, tout à fait. Une offensive qui devait avoir lieu en Lorraine, à l'ouest de Metz. Les armées françaises devaient remonter vers le nord et couper le front allemand en deux. Et tout ce qui était à l'ouest de cette ligne aurait été fait prisonnier. Et ça aurait été la débâcle, évidemment, pour l'armée allemande. Mais bon, là, nous sommes dans l'Uchronie, puisque ça ne s'est pas passé ainsi. Mais est-ce que ça aurait pu changer le cours des choses par après? Ah, évidemment, parce qu'une capitulation, une défaite reconnue par les Allemands aurait fait que la paix aurait été acceptée, parce que les Allemands auraient reconnu qu'ils avaient été défaits. Tandis que là, ils avaient le sentiment d'avoir gagné la guerre à l'Est contre la Russie et d'avoir fait match nul à l'Ouest. Ils ne comprenaient pas la paix de Versailles qui était si dure, alors qu'en réalité, ils avaient perdu la guerre à l'Ouest, mais ils n'avaient pas été envahis. Et la propagande allemande qui a œuvré également pour faire croire au peuple qu'il n'avait pas perdu. Bien sûr, c'est tout le travail du commandement de Ludendorff qui n'a cessé à partir de septembre 1918, donc 2 mois plus tôt, de réclamer l'armistice, de dire aux politiques « Vite, vite, faites l'armistice avant qu'il y ait un désastre pour mon armée ». Et dès que le gouvernement a fait connaître qu'il avait demandé l'armistice, eh bien Ludendorff publiquement a dit c'est un gouvernement de traîtres qui trahit le noble soldat allemand qui se bat, voyez tous ces politiciens, etc. Et il a démissionné. Voilà, donc c'est déjà la légende du coup de poignard dans le dos qui est en germe et qui va servir l'extrême droite pour tuer cette République de Weimar. On va retrouver une dernière fois Anne-Laure Marie, place du Château. Je vous rappelle que nous sommes en direct alors que se termine très bientôt le concert en la cathédrale de Strasbourg. Oui, tout à fait. Non, le concert ne devrait plus durer très longtemps. Le couple présidentiel franco-allemand devrait alors sortir ici, place du Château, pour rejoindre le Palais Rohan. Emmanuel Macron peut-être se livrera de nouveau un bain de foule avant donc de regagner le Palais Rohan, où les attendent donc le président allemand et le président français, les élèves de l'école européenne qui chanteront l'hymne à la joie. Le drapeau européen sera ensuite levé. Et enfin, le président allemand et le président français se réuniront en tête-à-tête avant d'assister à un cocktail dînatoire qui sera donné Palais Rohan. Merci beaucoup Anne-Laure. Jean-Luc Villelaour, cette commémoration, ces 4 ans de commémoration, c'était légitime pour le centenaire, il fallait le faire. Alors bien sûr, c'est le centenaire et ça nous a tellement marqué. Même encore aujourd'hui, la mémoire est présente dans les familles. Alors elle est présente, parfois c'est juste un objet, c'est par exemple une douille d'obus sculptée en forme de vase voilà, qui est sur la cheminée. C'est un casque de l'arrière-grand-père ou du grand-père. Oui, les souvenirs, ils sont encore là, très présents dans nos familles. Est-ce que ça permet peut-être justement aux familles de les retrouver aussi, ces souvenirs? Parce que finalement, la Première Guerre mondiale a été très longtemps mis un petit peu sous le tapis, je dirais. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale l'a occulté. Et elle a fait son grand retour à partir des années 90. Oui, c'est une façon, parce qu'en plus il y a eu la grande collecte, c'est-à-dire qu'on a incité les Français à retrouver leur histoire, et donc à retrouver l'histoire. Ils vont faire des recherches généalogiques, il y a tout un tas de blogs sur Internet qui se sont ouverts, des tas de lettres qui ont été... Et même sur France Télévisions, on incite nos téléspectateurs à nous faire part de leurs histoires personnelles. Et au-delà de ça, je crois que la commémoration c'était important parce que, si vous voulez, bien sûr que nous sommes en paix, bien sûr que nous sommes réconciliés avec la France et l'Allemagne, mais la guerre fait toujours partie de l'horizon des hommes. Elle ne fait plus partie de notre horizon direct sur notre sol national, mais elle fait toujours partie de l'horizon des hommes. Et ça, c'est ce que disait Barbus dans Le Feu en 1916. Son dernier chapitre s'appelle L'Aube. Un jour, le soleil va se lever et il va déchirer de ses rayons la nuit de la guerre. Un jour, ce sera la der des der. Mais malheureusement, cette aube, nous, les humains, nous l'attendons encore. L'horizon, notre horizon, la guerre fait toujours partie de notre horizon, malheureusement. Merci beaucoup Jean-Yves Villelaour de nous avoir accompagnés. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette Première Guerre mondiale, je recommande vivement la lecture de votre ouvrage 1914-1918. C'est l'intégrale, c'est le cas de le dire. C'est un beau bébé de 3,5 kg qui fait 1500 pages, mais au moins on saura tout sur cette Première Guerre mondiale. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette émission spéciale. Et nous serons présents sur France 3 et France Télévisions tout au long de l'itinérance mémorielle du président de la République. Rendez-vous notamment sur France 3 Grand Est mardi 6 novembre à partir de 14h30 pour la cérémonie à Verdun. Et puis samedi prochain, France 3 vous propose une émission spéciale pour suivre la cérémonie évidemment à Compiègne à partir de 15h15. Et enfin,
11 novembre oblige. France 2 et Julien Bugier vous feront vivre la grande cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris. Très belle soirée à tous sur France 3.